Si les trois lettres K, R et O font plus penser à une marque de bière qu'à quelque chose de l'écosystème Kubernetes, vous avez encore le temps de sortir de la salle. Sinon, vous êtes au bon endroit pour découvrir Kube Resource Orchestrator. Laurent est Cloud Solution Architect chez Google. Tony est Solutions Architect chez Capgemini. Et ils vont nous expliquer tout pendant cette conférence. Merci d'accueillir Laurent et Tony. Bonjour à tous, bienvenue. L'objectif aujourd'hui, ça va être de... je me présente d'abord, Tony Jariot, Solution Architect au sein de Capgemini. Je suis basé à Toulouse et j'ai pour spécialité de travailler sur tous les environnements cloud autour des GAFAM, principalement. Non. Et je me représente, donc Laurent Grangeau, Cloud Solution Architect aujourd'hui chez Google, basé à Paris, et ça fait quelques années maintenant qu'on fait des talks ensemble sur pas mal de sujets. Et aujourd'hui, on va vous parler de CRO. Pas la bière, évidemment. Et donc, pourquoi CRO? Depuis, au début, en tout cas, lorsque j'ai commencé ma vie professionnelle, on déployait sur des machines physiques. Des machines physiques, on est passé à des VM parce que ça prenait moins de place. On devait gagner de la place au sol, plus efficient, moins cher. Et après, on s'est dit, il faut trouver mieux. Et du coup, on a trouvé Kubernetes. Aujourd'hui, Kubernetes est devenu un standard. Est devenu un standard grâce à Google qui travaille, en tout cas qui a mis à disposition en open source sa solution depuis une vingtaine d'années. Donc merci Google. Et donc Google a pour avantage d'offrir toute la partie scalabilité, automatisation, déploiement d'applications. Malgré tout, aussi sympa que peut être la solution et agnostique du cloud que peut l'être, lorsqu'on souhaite décrire le déploiement d'une application, il faut avoir énormément de YAML, on va décrire l'utilisation de ressources, de services, d'opérateurs, de contrôleurs qu'on doit déployer, donc ça devient de plus en plus complexe, à déployer, de plus en plus complexe à comprendre, à manager les interdépendances entre les ressources, et notamment à gérer l'interdépendance, en tout cas la dépendance des applications, lorsqu'on est sur des environnements non productifs ou productifs. Tout de suite, on va avoir des problèmes de librairie très souvent, d'opérateurs qui ne sont pas à jour ou pas sur la même version. Du coup, ça devient très très compliqué à administrer. Et pour le coup, parce que ça devient compliqué à administrer, aussi simple, ça peut être très très simple à déployer, qu'à administrer, ça peut prendre des années. Ça devient un expert, en tout cas, sur l'administration de Kube et le déploiement de Kubernetes, de solutions. Et donc, la montée en compétences devient de plus en plus complexe. Le déploiement d'opérateurs ou de custom ressources sur les clusters sur lesquels on souhaite réaliser le déploiement, ça devient extrêmement complexe. Et donc, les plateformes ingénieurs qui supportent les équipes Ops pour faciliter le déploiement des applications à destination des équipes de développement demandent de simplifier la simplification du déploiement d'applications ou de solutions à l'intérieur de nos clusters. D'où l'arrivée de CRO. Et donc, la promesse de CRO, ça va être de simplifier le déploiement de ressources. Et donc, petit bas ou petit rappel, en tout cas, sur le fonctionnement de Kubernetes. Kubernetes, c'est du déclaratif. On va avoir un YAML dans lequel on va lui dire, OK, on souhaite un certain nombre de ressources, un certain type de ressources à déployer, basé sur des volumes qui seront également présents à l'intérieur de notre cluster. Et l'avantage après de Kubernetes, c'est qu'on va pouvoir étendre tous ces services auprès des opérateurs, des CRD, que l'on va développer, soit que les partenaires vont développer pour nous, ou soit qu'on va pouvoir développer pour une application spécifique de notre propre entreprise à l'intérieur de nos clusters. Et le gros avantage, c'est que tout est développé, en tout cas écrit, en YAML. Ça, c'est le côté super sympa. Tout le monde sait lire du YAML, très très simple à lire, même si ça peut être très très long. Et donc, lorsqu'on souhaite déployer une ressource à l'intérieur d'un cluster Kube, c'est du déclaratif. Donc, on va lui indiquer qu'on veut un certain nombre de ressources et on va faire pour ça appel à une API exposée par Kubernetes, en interne, en privé ou en public. Et donc, dans cette API, on va faire appel à la définition de ressources. Donc, je veux tel type de service. Et ensuite, l'état de mes services va être présent dans une base config store sur laquelle on va retrouver l'ensemble en temps réel, l'ensemble de l'état de tous mes services à l'intérieur de mon cluster Kube.
Ça, c'est le côté super sympa de Kubernetes. Et donc, en exemple, donc dans le déclaratif, on a un state qui est désiré, c'est-à-dire running. Et à partir du moment où ce state est atteint, pour atteindre en tout cas ce state, on va déclarer des ressources. Dans l'exemple qu'on a ici, on va vouloir des pods. Le pod qui va avoir un nom Explorer, on va lui mettre des labels, des annotations, pour pouvoir mieux gérer toute la partie policy, sécurité et règles sur les contrôleurs. Également l'utilisation d'un conteneur qui va s'appeler Explorer, sur lequel on va dire OK, tu vas écouter sur le port 8080, tu vas être accédé en TCP. Ça, c'est plutôt simple. Est venu, parce qu'on voulait, en tout cas, les partenaires souhaitaient déployer, nous aider, nous accompagner dans le déploiement plus simple d'applications. Lorsque vous déployez, par exemple, une stack ELK, par exemple, ça peut être extrêmement complexe si vous souhaitez déployer l'ensemble du stack Elasticsearch, Kibana, Logstash, toute la suite. À partir du moment où vous souhaitez implémenter de la haute disponibilité, les éditeurs nous facilitent le job en proposant des CRD tout faits sur lesquels ils vont appliquer automatiquement leurs bonnes pratiques à l'intérieur de ces CRD. Et du coup, nous, on n'a juste plus qu'à faire appel à un YAML simplifié dans lequel on va dire « OK, je veux 3 nœuds, je veux 3 nœuds pour mon front, 3 nœuds pour mon back », et automatiquement, le CRD va nous déployer l'ensemble de nos ressources. Donc ça, c'est le côté sympa. Oh, ça avance plus. Ah si. Et donc, en pratique, j'ai avancé trop. Merci Laurent. Il était animation. Et donc, dans le CRD, la mise en pratique, c'est qu'ici, on va définir des custom ressources définitions dans lesquelles on va décrire le service que l'on souhaite déployer et ce que l'on souhaite déployer à l'intérieur de ce service. En l'occurrence, ici, ça va être un compteur. Dans ce compteur, on va décrire des objets, des propriétés, des labels à l'objet que l'on souhaite pouvoir déployer à l'intérieur de notre cluster. Donc ça peut être extrêmement long et complexe à développer. Et du coup, la simplification de l'appel de CCRD, ça va être sur la partie 2, ça va être, OK, je veux une API version, qui est exemple google.com v1, je veux un kind qui s'appelle counter qu'on a déclaré, qui a été déclaré et déployé avant dans l'interne de cluster, qui est custom resource définition, et dans lequel on va lui ajouter des métadatas et des valeurs. Et donc là, on voit qu'en quelques lignes, on a pu simplifier une cinquantaine de lignes qu'on avait précédemment, une trentaine de lignes. Donc ça, c'est la simplification, en tout cas, qui est proposée aujourd'hui par les éditeurs. Lorsqu'on déploie des services, on va déployer leur CRD, et ensuite, pour consommer les applications, on va faire appel à ces CRD. Et donc, le contrôleur, il va avoir pour objectif de contrôler l'état des ressources, et en fonction de l'état de ressources, va nous mettre à disposition le service qui est demandé, que ce soit du pod au service, du service à l'ingress et d'autres services connexes à ce que l'on peut consommer, en tout cas à l'intérieur de notre cluster. Et donc, on va contrôler l'ensemble de ces états, et cet état sera déposé dans le config store. On a parlé en tout cas, je vous ai présenté le fonctionnement des CRD, et après on va revenir sur, en tout cas, on va maintenant parler des opérateurs. Les opérateurs, c'est quoi? Ça va être les CRD qui sont déployés à l'intérieur de nos clusters et les contrôleurs, donc l'état de l'ensemble des ressources que l'on aura déployées pour pouvoir déployer notre application. Ça, c'est la somme de ces deux points. Et donc, il existe plein d'outils qui nous permettent d'écrire ou de développer des opérateurs. On va parler de Kudo, de KubeBuilder pour ceux qui est développé en Go, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, oui. Et Laurent vous présentera tout à l'heure KCC, Kubernetes Config Connector, qui est à l'origine développé par Google, je crois. Par Google, exactement, oui, pour Google. Kesaku Kukro. Donc, merci Tony d'avoir fait un rapide récapitulatif sur ce que c'était un peu Cube et l'état désiré. Et en gros, on a montré avec Tony que pour développer des ressources externes à Cube, donc autre chose que des déploiements, que des services, des ingress, etc., on a besoin d'un contrôleur et d'un CRD. Mais c'est du code qu'on écrit nous-mêmes. J'ai un de mes collègues là en face de moi qui a écrit des opérateurs en Java. Donc du coup, on peut faire en Java, en Go, ce que vous voulez.
Typiquement, tu nous disais tout à l'heure que les plateformes ingénieurs cherchaient justement à encore abstraire encore plus cette notion de CRD et de code. Et c'est là où intervient Crow pour Cube Resource Orchestrator. À la base, ça a été développé par AWS et les trois gros sont greffés. Donc Google Cloud, AWS et Azure. Et le principe, c'est quoi? C'est justement de automatiser la création de ces CRD, la création de ces contrôleurs, sans que vous ayez à développer aucune ligne de code. Et l'idée principale, c'est quoi? C'est justement de regrouper une application, une stack applicative, avec toutes les dépendances comme une ressource consommable. Okay, spoiler alert, c'est un projet qui est encore très très jeune. Ça a été annoncé en début d'année. On est à la version 0.3, donc on est vraiment au tout début. C'est encore en développement actif et c'est pas prêt pour la production encore. Encore hier soir, on galérait un petit peu sur 2-3 trucs qui fonctionnaient pas trop. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que on va avoir deux personas. Donc on va avoir le persona platform admin, donc le platform engineer, et les développeurs de l'autre côté qui vont eux interagir avec ce que proposent les platform admin. Et les platform admin, ils proposent quoi? Ils proposent ce qu'on appelle un resource graph definition, donc un graphe applicatif de la stack applicative. On va l'envoyer ça à Crow. Crow va générer les CRD, le contrôleur, et derrière le développeur, lui, il ne va juste avoir appliqué qu'une instance de ce resource graph definition. Alors ce qui est intéressant, on va creuser un petit peu tout ça juste après. Ce qui est intéressant, c'est que de base, Crow, ça ne target que Cube, en gros. Et par contre, comme c'est basé sur les CRD et comme c'est extensible, on va être capable d'interagir avec d'autres choses externes au cluster Cube, comme KCC, donc Cube Control Config Connector, pardon, et n'importe quel cloud provider, à partir du moment où on fait un opérateur qui puisse piloter des ressources depuis Cube au niveau du cloud provider, on peut imaginer un petit peu tout n'importe quoi. Alors ce qui est intéressant avec cette notion de plateforme, c'est que Cube a gagné la bataille. On est d'accord qu'aujourd'hui, Cube, ça reste la plateforme privilégiée dans les entreprises. Et je vais même aller un peu plus loin, on n'est pas trop d'accord sans le débat, mais c'est un peu l'OS du cloud. C'est du Cube, on n'est pas trop d'accord là-dessus. C'est de l'infrastructure. C'est de l'infrastructure. Ouais. Mais du coup, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, dans toutes les entreprises que j'ai accompagnées, les 3/4 du temps, c'était j'ai un gros cluster Cube, j'ai plein de choses à faire dessus. Comment je fais pour tout piloter via Cube? Et donc, Crow, ça fonctionne comme ça. Le principe, c'est quoi? Donc, je vous ai dit, ça part d'un resource graph definition. Et on aura un exemple, une démo juste après pour vous montrer un petit peu le YAML. C'est du YAML, d'accord? On va définir un blueprint d'une stack applicative. Typiquement, imaginez, je ne sais pas moi, un front-end plus une base de données derrière. On va définir ça dans un template. Et ça va être fait par le platform admin. Donc, le platform admin va pouvoir mettre dedans tout ce qui est nécessaire pour faire un déploiement. Donc, les déploiements, les services, les ingress par exemple, les patients de volume claim, enfin tout ce que vous voulez. La sécurité aussi. Les relations entre ces dépendances, qui est en premier, va être créé en premier, le service account, puis après on va l'injecter dans le deployment, etc. Des configurations par défaut. Si rien n'est précisé, on va prendre les trucs par défaut. Et quelques paramètres qu'on va exposer aux développeurs. Si par exemple, je prends l'exemple d'une page web, on va peut-être définir pour le end-user le nombre de réplicas qu'on veut, 1, 2, 3, 4, mais on va juste exposer ça, et le reste, ça sera par défaut. Et en gros, quand on va envoyer ça à Crow, donc Crow va lire le YAML, va parser le YAML, va déjà regarder si le YAML est valide, et ensuite va générer le CRD associé. D'accord? Donc on n'a plus besoin de générer les fameux schémas que tu nous avais montrés là, de 30 lignes. C'est Crow qui va, lui, le faire à sa place. Et derrière, il ne va pas faire que ça, il va aussi générer les contrôleurs. Donc on va générer des micro-contrôleurs par CRD générés, qui va manager le cycle de vie de l'application, de la ressource. Comme on est sur Cube, vous savez que c'est une boucle de réconciliation. Il va checker à intervalles réguliers qu'on est bien dans l'état désiré par rapport à l'état attendu. Si par exemple on a 4 pods et on en voulait 5, il va en créer un nouveau. Si la ressource qu'on a définie dans Crow a été détruite ou n'existe pas, il va vouloir la recréer. Et ça, de manière régulière. Et enfin, on verra de toute façon pour les instances, c'est une user experience qui est simplifiée, puisque au niveau développeur, on n'a plus besoin d'avoir des deployments à rallonge avec des YAML à rallonge, avec des requests, des limites, le nombre de GPU, le nombre de pods, le nombre de réplicas, le service account. Ensuite, les services, quel service taper, les ingress, comment on fait les ingress, les annotations, des ALB, des GCE, des volumes, j'en passe, c'est des meilleurs, des storage class. Bref, si vous connaissez Cube, vous savez comment c'est la galère. Vous avez juste un YAML qui fait à peu près
5-10 lignes, 15 lignes, allez, on va dire, pour une stack complète applicative. Et donc, du coup, en fait, Chrome masque toute la complexité en dessous de la génération des CRD et de la génération des contrôleurs, et donc du code source. Alors, si on regarde un petit peu comment ça fonctionnait avant, si on crée notre propre opérateur, on a notre propre Custom API, écrit en Java, écrit en Go, écrit en ce que vous voulez, qui va créer des ressources. Donc là, on a un déploiement, un ingress, un service account, et Prometheus pour le monitoring, associé à un load balancer externe, associé à des ressources externes. Et en gros, on va devoir définir nos propres API, les faire évoluer. On a un vrai cycle de vie de développement logiciel, avec des user stories, avec tout ce que vous voulez. Et donc, ça prend du temps. Donc, si on veut rajouter une ressource, ça va prendre un petit peu de temps. Si, par exemple, on veut rajouter un personal volume claim, quelque part ici, on va devoir demander à l'opérateur de développer le contrôleur associé, le CRD associé, pour pouvoir rajouter ça dans le groupe de ressources. Avec Crow, on va définir justement une stack applicative. Donc, on va avoir en dessous des plateformes ingénieurs qui vont dire, bon, voilà mon template applicatif. Une application, c'est un front-end, un back-end. Le front-end, je le fais via un deployment, via un service. Je l'expose via un ingress. Le back-end, je l'expose que via un service. Avec un service account qui est limité en termes de rôle IAM. Les politiques de sécurité. On a la sécurité aussi qui va venir mettre son grain de sel, parce que pour ouvrir uniquement les ports dont on a besoin. La compliance qui est capable d'auditer aussi, puisque c'est du templating YAML, donc on va être capable d'auditer ce qu'on a décrit dans le templating. Et derrière, le développeur, lui, va juste créer une instance de la stack applicative. OK ? On va vous faire une petite démo, ça sera un peu plus clair, parce que vous aurez des YAML, vous aurez des choses, vous allez voir, ça fonctionne merveilleusement bien. Les bénéfices de ça, c'est quoi ? Je l'ai déjà dit, c'est une expérience utilisateur qui est simplifiée, puisque on va juste interagir avec des API de très haut niveau, donc des YAML de type API version, l'API de Crow, kind, par exemple une web app, et puis après number of pod, 3, 4, 5, et c'est fini derrière. Et en gros, alors je ne sais pas si vous avez déjà fait du cube en production, mais c'est quand même, on a une courbe de compétences qui est assez élevée. Typiquement, on n'est pas opérationnel tout de suite, parce qu'on parle de déploiement, puis après on rajoute la notion de service, puis après la notion d'ingress, PVC, PV, storage class, service account, sécurité, j'en passe, c'est des meilleurs. Bref, et typiquement avec Crow, on va avoir justement, si tu veux déployer une application front-end, back-end, avec un React et puis un PostgreSQL, juste fais 5 lignes de code, enfin 5 lignes de YAML, et c'est tout. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans une entreprise, comme on cherche généralement à tout standardiser pour les notions de coût, on va avoir la plateforme qui est Kubernetes, on va avoir les best practices et les configurations communes qui sont incluses dans le templating. Okay, donc typiquement, la sécurité, s'il te dit on ouvre que le port 80-80, il n'y aura que le port 80-80 d'ouvert, et on ne pourra pas le changer, on ne pourra pas le modifier. On a des environnements qui sont répliqués, parce que la promesse aussi de Cube, c'était d'avoir des environnements qui soient pareils de développement à la production, minus les réplicas. Là, typiquement, on va avoir encore plus de sécurité là-dessus. Et enfin, on est dans le paradigme de don't repeat yourself. Ça veut dire que chaque team ne va pas réinventer la roue pour dire « Ok, moi aussi j'ai besoin de déployer une front-end back-end, j'ai besoin d'avoir un déploiement, comment je fais ? En fait, en gros, j'ai un quick start dans un GitLab quelque part, je copie-colle et puis j'adapte ça. Là, ça va être en disant voilà, tu fais ton instance, tu l'envoies quelque part sur Crow, et Crow s'occupe de tout. » Encore une fois, c'est dans le monde de Cube, donc c'est native Kubernetes. Ça marche avec n'importe quel flavor de Cube, que ce soit Vanilla, open source ou ce que vous avez sur n'importe quel cloud provider. Et ça s'intègre aussi très bien avec les outils qu'on a aujourd'hui dans Cube. Typiquement, je pense à Argo CD comme type d'outillage. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne va pas targeter un cloud en particulier. On le verra plus tard à la fin par rapport à d'autres outils. On ne va pas avoir un objet de type, GCP, SQL Instance ou GCP, GKE, Cluster ou quoi que ce soit. On va être plus haut level et on va se reposer sur des CRD type KCC pour GCP, ACK pour AWS et ASO pour Azure ou d'autres cloud providers
pour pouvoir justement piloter ce qui est externe au cloud. Et enfin, typiquement, je ne sais pas si vous êtes de la prod, si vous êtes développeur ou prod, mais généralement, les développeurs, ils ne savent pas faire de la prod. Enfin, je suis désolé de dire ça, je suis développeur moi-même. Mais généralement, mettre un Prometheus, écrire des logs correctement formatés, brancher un Logstash dessus, récupérer les logs, tout ça, ils ne savent pas trop faire. Et donc, avoir un templating où tout ça, c'est délégué aux plateformes admin en disant, tu me dis juste que tu veux une web app, le nombre de réplicas, et moi, je m'occupe de tout le reste, je m'occupe de la plomberie. Typiquement, on peut faire ça avec Crow. Donc, comment ça fonctionne? J'en ai parlé. Première chose à faire, c'est de créer ce qu'on appelle un Resource Graph Definition, RGD. C'est un YAML qui va contenir non seulement ce qu'on va exposer à l'utilisateur, mais ensuite toutes les ressources qu'on va utiliser. Les déploiements, les services, les ingresses, les databases, ce que vous voulez. Les paramètres d'entrée, par exemple le nom de l'image, juste le tag de l'image, le nombre de réplicas, la taille de la DB. Les mapper à des paramètres, typiquement le nombre de réplicas au niveau du déploiement, on va le mapper au niveau du déploiement, et les dépendances entre les différents composants de la stack applicative pour dire crée-moi la DB avant de faire le déploiement. Comme ça, tu vas pouvoir me réinjecter en secret la connection string, et du coup, on n'a pas besoin de réinjecter tout ça. Donc, un RGD YAML, et derrière, donc ça, c'est le platform admin qui le fait, et derrière, il y a le développeur qui, lui, va créer une instance de l'application, par exemple MyWebApp, donc c'est une web app, il va renseigner juste les paramètres qui sont exposés, et en gros, c'est fini. Et derrière, il va envoyer ça à Crow, et comme Crow c'est natif Kubernetes, il va juste faire un kubectl apply de son instance, et Crow va voir qu'il y a une nouvelle instance de MyWebApp, enfin d'une web app instance, va générer les CRD, va générer les contrôleurs, va gérer le cycle de vie, la création, les updates et la suppression de ces ressources comme une unité globale. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on va éviter tout ce qui est d'abord tu déploies la DB, ensuite tu attends que la DB soit déployée, ensuite tu déploies le front-end, etc., etc. Ça va être plus consistant. OK? Quelques exemples. J'en ai parlé évidemment, tout ce qui est front-end, ce qui est un peu logique, back-end aussi. Donc on va définir une web app stack. Donc imaginez une stack lamp mais pour cube. Ça c'est plutôt pas mal. C'est une démo que va nous faire Tony. Mais on va pouvoir avoir des trucs un peu plus complexes. Typiquement, moi le nombre de fois où j'ai des développeurs qui me disent j'ai besoin d'avoir un cluster cube, mais ça passe par du Terraform par exemple, pour ne pas le nommer, on le nommera à la fin. Ça passe par du Terraform, ça passe par au pire, un ticket, un mail à un platform admin au support qui va nous créer, au pire, en ClickOps, en disant clic, 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 suivant, suivant, terminé, et c'est fini. Là, on va pouvoir créer un managed cluster, okay, et en créant une instance de managed cluster, on va pouvoir créer un cluster GKE, EKS, AKS, comme vous voulez. Et donc ça, moi, je trouve ça assez intéressant, puisque on aura une manière unifiée de déployer toutes les ressources externes. Un use case qui est super intéressant pour moi, aujourd'hui je travaille sur une solution qui est basée sur de l'IA sur GKE, donc sur Kubernetes, et il y a trop de trucs à comprendre, il y a trop de choses à faire. Typiquement, ne serait-ce que le nom du modèle, de l'open model. Est-ce que c'est du Llama, du DeepSeek, qu'est-ce qu'on a d'autre comme ça, du Gemma, évidemment, Google. Et donc, si on avait une stack applicative en disant, voilà, on va te créer une stack de machine learning, et toi, tu as juste à mettre le nom du modèle, et derrière, on va te mettre le service account, le nombre de GPU nécessaires, au niveau du cluster, le déploiement, l'ingress, l'exposition, ça reste du privé pour ne pas l'exposer en externe, etc. Moi, j'ai juste à mettre ML service, le nom de mon modèle, le balancer à Crow, et Crow va me générer tout ça et va me déployer tout ça. Et évidemment, on va le voir juste après, on va pouvoir aussi piloter des ressources externes au cluster en disant, voilà, j'ai besoin aussi, enfin mon application a besoin aussi d'un bucket S3, d'un topic PubSub, d'une base de données SQL managée, que sais-je, et d'autres. Et donc dans l'exemple qu'on va vous présenter, que je vais pouvoir vous présenter juste après cette planche, l'idée c'est qu'on puisse déployer extrêmement simplement des applications. Le nombre de fois où, dans le cadre de mes interventions chez nos clients, où je demande aux équipes, OK, mais comment vous déployez une base de données ou telle application? Donc, ils vont me donner leur logique, déploiement d'application.
Je vais vers une autre équipe qui déploie d'une autre façon le YAML, et une autre équipe encore une autre façon différente. Le problème, c'est que normalement, on est censé suivre des règles d'entreprise, que ce soit des règles principalement de sécurité, des règles de nommage, des règles de contrôle d'accès sur les applications qu'on est en train de déployer. Et donc, Crow nous apporte une réponse, en tout cas, à toute cette complexité où il faut passer un temps infini à déployer, à développer des YAML qui peuvent être extrêmement complexes en fonction de ce on souhaite faire. Et donc, avec Crow, on va essayer de simplifier tout ça via l'équipe de Platform Engineering qui vont nous mettre à disposition ce ressource graph définition dans lequel on peut y déployer, on va y définir le déploiement de notre application avec les services qu'on va exposer, toute la partie monitoring, observabilité, on va pouvoir implémenter automatiquement au travers du déploiement de l'application. Peut-être qu'on va devoir créer très souvent des volumes à l'intérieur de notre cluster. Donc ça, il y a une façon de le faire. Typiquement, lorsqu'on souhaite créer des bases de données, c'est quand même sympa si le volume est persistant, à tout hasard. Ça, je dis rien. Également, toute la partie donc, authentification, policy, etc. Donc ça, Crow va être une première réponse. Première réponse à tout ça. Et donc, le développeur, ensuite, va pouvoir consommer ces services qui sont mis à disposition donc, par l'équipe de Platform Engineering ou DevOps, en fonction de la maturité de l'entreprise. Et donc, déployer très très simplement une application. Et donc, au travers de la démonstration, je vais vous montrer comment on déploie juste une application web au travers d'un ressource graph définition qui sera. Non, c'est raté. C'est raté? C'est VS Code. Voilà. Donc, dans le ressource graph définition, merci. Ah ouais, il m'en veut. Si tu commences à cliquer partout aussi. Est-ce que vous voyez bien, du coup? On zoome un petit peu plus. C'est bon? C'est bon? Ok. Donc, dans le YAML ressource graph définition de Crow, on va avoir une première partie. Dans cette première partie, on va retrouver toutes les specs, toutes les variables, finalement, qu'on va pouvoir donner en entrée lorsqu'on va appeler cette application. On va lui donner plein de variables. Et en l'occurrence, ici, on va définir des variables par défaut. Typiquement, dans les variables par défaut, déjà la première, ça va être notre application, elle va s'appeler Web App. Lorsque je vais vouloir déployer une application de type Web App, du coup, on va lui donner ce nom Web App. On va le voir juste après. Lorsqu'on va réaliser le déploiement, on va lui dire que par défaut, elle sera déployée dans le namespace qui va s'appeler default, mais toutefois, on pourra lui fournir une autre valeur à cette variable. Et ainsi de suite, jusqu'à le nom de l'image qui va être consommé, le port. Donc ça va être extrêmement utile lorsqu'on va intégrer ce YAML dans notre chaîne de CI/CD. En fonction du versionning, lorsqu'on va builder notre conteneur, on va pouvoir variabiliser le YAML et du coup, automatiquement, pouvoir déployer l'application avec la bonne version et le bon nom d'image que l'on souhaite appliquer. Le nombre de réplicas, le nombre de services. Donc tout cet exemple est dynamique. Donc on a la possibilité de rajouter des variables pour rendre le reste du YAML totalement variabilisé. Donc ça, c'est le côté sympa. Et donc, l'état de l'application, il est géré par la section status. Dans la section status, on va avoir 3 conditions. Le fait que le deployment soit actif, en tout cas soit OK, à l'état stable, que les services et les réplicas que l'on aura définis, en l'occurrence au-dessus réplica 1, qui soient OK, donc on répond à la condition 1 réplica à minima est déployé, on aurait pu en mettre 3, il faut que la condition soit 3, et que l'URL, donc le service ingress qui a été déclaré, qu'on ait bien une adresse IP qui est disponible, et à partir de ce moment-là, le state de la web app sera à l'état enable. Et donc, ensuite, on va pouvoir rentrer là, dans ce qui nous intéresse, c'est la définition de ressources. Dans la définition de ressources, ici, on va déclarer une application. Cette application, on va lui donner donc, un nombre de réplicas à déployer, le nom de l'image et le tag associé. Donc, on a déclaré jusqu'avant en variable d'entrée, qu'on va retrouver le nom. Le nom, il est là. Image. 52. Voilà. Donc, en ligne 52, on va avoir le schéma spec image. Et donc, on va pouvoir utiliser toutes ces variables à l'intérieur de notre YAML pour pouvoir les réutiliser et rendre le plus dynamique possible le YAML qui sera développé par les équipes de Platform Engineering pour pouvoir être réutilisé très très simplement par les équipes de développement. Donc, ici, on va déclarer donc, un service. Ce service on va écouter sur le port 80 en l'occurrence.
qu'on aura choisi avec un port, target port, qui sera dynamique et déclaré tout au début de notre YAML. Ensuite, on va déclarer toute la partie ingress dans l'exemple, et ce service va être exposé également sur le port 80. OK? Donc là, en pratique, on va lister les ressources graph définition, donc RGD. On voit qu'on a des kubectl. Là, describe. Là, on va retrouver notre service que je viens, qui a été appliqué. Non, ça c'est le RGD, tu n'as pas encore appliqué. Je l'ai pas encore. Il n'est pas encore appliqué. Tu fais un get web app. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais? J'aurais dû prendre mon PC. Mets-toi un Mac, c'est plus rapide. Hein. OK, donc là pour l'instant, ma web app n'est pas encore déployée. Donc là, je vais pouvoir la déployer. kubectl apply, un petit apply-f. Web app. Non. Ça arrive. Instance. Web app slash instance. Tu as pu te mettre dedans. Ouais. Donc là, il nous a créé notre ressource. Alors, si on va dans... Non. Si je peux aller là. Ah oui. Donc là. Attends. On va un peu zoomer. Voilà. Hop là. Donc là, si on rafraîchit notre page, CTRL R. Hop là. Heureusement que tu es là pour cliquer sur les boutons. Bah, c'est mon Mac en même temps. Donc notre appli test web app, test app, on va la retrouver effectivement. Donc là, si on fait le YAML, on va retrouver la description de notre service. On voit bien que c'est initié par du CRO. Elle doit écouter sur le port 80, protocole TCP. C'est exactement ce qu'on a vu dans la définition du service, sauf que là, on vient de le déployer. Et donc là maintenant, si on regarde kubectl get all, et donc là, il est en erreur. Je t'ai expliqué pourquoi. Oui, il est en erreur parce qu'il est en train de déployer l'ensemble des services. Alors, si je fais un get... Non, pas de service. Ingress. Donc le ingress, il est en erreur parce que je vous expliquais précédemment, c'est pour que le state soit OK, il faut que le ingress dispose de son adresse IP. Donc là, il est en cours de déploiement. Je vais le montrer côté web. Ouais. Et donc, côté I. C'est ça. Ouais. 2 doigts. Ah oui, 2 doigts. C'est vraiment particulier, Mac. Mais non. C'est là. Donc, qui est pour PC ou Mac? Tu veux vraiment lancer ça, ça? Non, ça... Vim ou Emacs? Pardon. Et donc là, on va retrouver l'ensemble des services qui sont en cours de déploiement. Donc on a bien notre route. Ah, status running, c'est une super nouvelle. Non, c'est le service. C'est le service. Donc là, oui, tu es en cours de création de l'ingress. Allez, dépêche-toi. Par contre, montre l'instance dans le VS Code. Et donc l'instance, pour pouvoir réaliser ce déploiement, merci. Pour pouvoir réaliser ce déploiement, pourquoi j'ai appelé test app? Parce que tout simplement, dans toutes les variables qu'on a initiées, les petites variables, donc là c'est en une dizaine de lignes, finalement, je résume les cinquantaines ou centaines de lignes qui sont décrites dans le ressource graph définition, dans laquelle je lui dis, OK, je veux que tu me déploies une application qui va s'appeler test app, j'aurais pu mettre Toto, dans laquelle j'ai défini un port, les ingress, j'active ou je désactive. Finalement, ça va être la simplification. Si vous connaissez ou utilisez des Helm, là, ça va être la description d'une application extrêmement simplifiée et pour le coup contrôlée par des équipes Ops ou Platform Engineer qui permettent d'apporter la sécurité directement dans le déploiement de l'application. Avec un peu de bol. Et là, tu peux faire un get Cool. Fais un get web app. Ouais, il arrive. On est en dommage. Toujours en erreur, c'était bien tenté. Refais un get ingress. Sinon, passer là-dessus. Je montre après.
Il a trouvé une autre IP. Bon, on vous l'a dit, c'est un peu encore en alpha. Si, c'est donc, bon. Dis rien. on n'a rien dit. Non, ça va. Dis pas rien. Donc c'est bon. Miracle, c'est passé. Donc là, Même on pas voit que d'applaudissements, maintenant, rien. parce Oh que là là. l'ingress, donc on a réussi à obtenir l'adresse IP. En l'occurrence, là, on est sur un environnement cloud GCP. Peut-être que c'est un peu plus long. Du coup, l'adresse IP étant définie, le statut, parce qu'on l'a mis comme condition, il nous faut une adresse IP sur l'ingress, donc à passer en tout cas le service à actif. Là, on voit bien l'entrée. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Ah, tu sais pas. Dézoom. Non, c'est bon. Je prends mon PC. On va faire le jeu de rôle qu'on a fait ensemble. Merci Tony. Mais j'aimerais bien pouvoir déployer des ressources externes à Cube. Comment fait-on? Ben voilà. Alors, petit jeu de rôle, c'est le seul truc qu'on a répété. Du coup, je vous l'ai dit, donc Crow, il va générer donc des CRD, des contrôleurs. Mais là, pour l'instant, Tony vous a montré comment déployer des choses dans Cube. D'accord, déploiement, service, ingress à la rigueur. Et ce serait intéressant de pouvoir piloter autre chose que des ressources Cube. Et donc c'est là où intervient, pour le coup, pour Google, KubeConfig Connector, qui est un projet open source, et qui va nous permettre justement de manager des ressources qui sont externes à Cube, généralement donc dans GCP, mais de la même manière que des objets Cube. Okay, le principe, c'est quoi? C'est on va étendre l'API de Cube. Donc on va créer des Cloud SQL Instances, des Pub Subtopics, des GCS Buckets. Et il faut vraiment penser ça comme un kubectl apply de SQL Instance. Et tu vas me créer mon SQL Instance. Alors la petite image, est-ce que Cube est supérieur à Terraform? La réponse est oui, mais je ne préjugerai de rien. Puisqu'on est d'accord que tout le monde veut avoir du Cube comme plateforme et ne pas avoir plusieurs choses à gérer. Du coup, j'en parlais justement. Généralement, je ne sais pas comment vous faites, mais quand on vous demande de vous déployer une application qui est à moitié Cube et à moitié externe, généralement, on va demander soit du support, soit du ticket, soit du Terraform. C'est pour ça que j'ai mis ClickOps aussi dans le GCP console, de créer une SQL instance, donc une instance SQL. Même via la CLI G-Cloud crée SQL instance, ce que vous voulez. Et on va avoir deux mondes qui vont devoir converger. Le YAML avec kubectl et le ClickOps /Terraform/G-Cloud de l'autre côté. Et généralement, le pipeline de CI/CD, il est un peu alambiqué, un peu étriqué, puisque on attend la création de ressources Terraform. Une fois qu'on a créé, on va récupérer les credentials pour pouvoir appliquer un kubectl apply de je ne sais pas quoi. Il y a des providers Terraform, kubectl qui existent, mais dans ce cas-là, ce n'est pas le sujet du talk, on renverse le truc. Mais du coup, voilà, on a différents workflows, 10 minutes pour faire le reste, génial. Différents workflows, différents outils, et on a généralement des drifts entre ce qu'on voudrait avoir et ce qu'on a réellement. Je reprends à Terraform. Terraform, vous pouvez rester 6 mois sans faire un Terraform apply. Si quelqu'un derrière a accès à la console et modifie tout ce que vous voulez, tant que vous ne faites pas un Terraform apply, le Terraform, lui, c'est pas au courant. Ce qui est intéressant avec KCC, c'est que KCC, lui, il se base sur la boucle de réconciliation de Cube et va tout le temps essayer de réconcilier, de dire, moi, dans mon state, je veux avoir un Cloud SQL avec un primary et un secondary. Le secondary a disparu, je vais le recréer parce qu'il n'existe plus. Et généralement, on a plein de complexités avec ces différents outils, ces différentes approches. Du coup, KCC, j'en ai parlé, faut vraiment voir ça comme on a un développeur, même principe. On va avoir des choses qui vont être définies, donc des Cloud SQL, des Cloud Spanner, des Memory Store, des VPC, j'en passe et des meilleurs. Je vais juste vous montrer kubectl API kubectl API Resources, qui liste toutes les ressources disponibles sur mon cluster. Et vous voyez que vous avez du Vertex AI, vous avez, je ne sais plus, Workstation, du VPC, GCP VPC Access, du storage, du spanner, des services, que sais-je, j'en passe et des meilleurs. Donc vous voyez qu'on peut manipuler les ressources externes GCP comme des ressources Kubernetes. Okay, et donc ce qui serait cool, c'est qu'on puisse mixer un petit peu les deux. Ce qui est intéressant, c'est avec KCC, on parle depuis tout à l'heure de platform engineering, ce qui est un peu le next step du DevOps. On débattra aussi ce soir. On peut supporter ce qu'on appelle le GitOps. Pour ceux qui ne connaissent pas le GitOps, le principe c'est quoi? C'est que Git, c'est le single source of truth. Okay, tous les YAML sont dans Git et il n'y a que Git qui fait foi. Ça veut dire que tout ce qui est événement externe à Git,
donc le ClickOps, un Terraform réappliqué, un développeur qui va sur la VM faire n'importe quoi, va être réécrasé par la pipeline de CI/CD dans le cadre du GitOps. Là, pour le coup, config connector, puisque config connector va checker dans Git et YAML, va avoir son desired state dans le config store et va réconcilier à chaque fois. Et ce qui est intéressant avec KCC, c'est qu'aussi on se base sur ce qu'on appelle workload identity chez nous pour faire ce qu'on appelle de l'identification sans mot de passe. En fait, en gros, KCC va s'impersonnifier par rapport à un service account dans GCP, et ce service account-là aura le droit de créer des ressources. Okay, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre des gatekeeping. Ça veut dire que si potentiellement on veut déployer des choses qui nous sont interdites, le gatekeeper au milieu va nous dire bah, ta config n'est pas bonne, ou ta config viole ce que tu as le droit de déployer, donc du coup, je ne peux pas le déployer, et du coup, bah, revois ta copie. À quel moment utiliser KCC comme infrastructure as code? Bah, quand vous voulez gérer absolument tout dans Cube, vous avez, donc là on a vu Crow, vous avez vos déploiements de vos services, vos ingress, etc. dans Cube. Vous avez vos ressources externes GCP dans Cube, donc tout est Cube, et je redis ce que je disais tout à l'heure, Cube est l'OS du cloud, puisque tout passe à des YAML Cube. Je sais que tu n'es pas d'accord. C'est de l'infrastructure, ça. C'est de l'infrastructure, c'est du développement. Bref, les bénéfices, bah, typiquement, on a, je vous ai dit, hein, tout est Cube, donc tout est objet Cube, donc on n'a plus à se soucier, est-ce qu'on fait du Terraform, pas de Terraform, est-ce qu'on fait du Pulumi, est-ce qu'on fait, on verra tout à l'heure, du crossplane, est-ce qu'on fait d'autres choses. On a des configurations déclaratives, okay, donc on dit je veux 2 instances SQL et pas rajoute-moi une instance SQL. On peut faire du GitOps, on a beaucoup d'automatisation, on peut appliquer des policies et des airbags à tous les déploiements, donc on peut maîtriser à minima la sécurité là-dessus. Et donc du coup, je trouve ça super intéressant. Comment ça fonctionne? C'est un peu le même principe que Crow, sauf que là, évidemment, KCC, c'est un pattern opérateur, donc on a développé nos propres CRD, nos propres contrôleurs, et on a créé des CRD de type SQL instance, pub subtopic, spanner instance, etc., etc. Il se base sur la boucle de réconciliation de Cube à toutes les X secondes, de dire est-ce que c'est bien ce que je voulais, est-ce que c'est bien appliqué, est-ce que c'est bien contrôlé. Et si ce n'est pas ce qu'on veut, typiquement, KCC va réappliquer ce qu'on veut. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des service accounts, on va pouvoir utiliser des service accounts qui ont le principe de moindre privilège. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir des service accounts qui sont owner sur GCP, avec un Terraform Apply, avec un service account owner, on va pouvoir restreindre sur des service accounts qui n'auront accès qu'à un projet ou qu'à une partie d'un projet ou qu'à un folder avec des permissions qui sont héritées des folders et de l'organisation. Deuxième petite démo, et il nous reste 5 minutes. Génial, super. Là, je vous ai montré un petit exemple de déploiement d'un cluster GKE. J'en ai parlé tout à l'heure. Quand un développeur demande un cluster GKE, il y a plein de choses à faire, il y a plein de best practices à mettre en place. Les service accounts, les listes privilege, les rôles IAM, le VPC, les connexions VPC, peut-être un VPC connector pour être en privé, peut-être mettre l'API en privé, les adresses IP en privé, bref, plein de choses. On peut le faire avec du Cube ou du Terraform, mais c'est des Terraforms qui sont à rallonge. Généralement, c'est fait par des admins, des plateformes admins. Et donc, du coup, avec Crow, on va essayer de simplifier un petit peu tout ça. Donc, j'ai 2 démos. J'en ai une que je vais appliquer et l'autre où je vais juste vous montrer le RGD. Donc, la première, c'est le principe, c'est de pouvoir déployer un Cloud SQL. D'accord ? Moi, je suis développeur à la base. Je suis désolé, Tony, savoir que mon Cloud SQL, il est actif-passif, avec une réplication entre les deux, sur 2 sites distants de 300 km, avec du KMS entre... Je m'en fiche, en fait. Moi, je veux juste une base de données. Donne-moi une base de données, je te donne le nom et tu te débrouilles. Okay, ouais, comme d'habitude. Comme d'habitude, les développeurs. Ouais. Mais tu es super sympa, en fait. Pourquoi? Parce que tu m'as généré tout le template Crow. Donc, tu m'as dit, bah voilà, tu me génères un Cloud SQL. Tu as le droit de mettre quoi? Le nom de ton Cloud SQL, de ton instance, le projet dans lequel tu veux le déployer, la première région, la deuxième région, et c'est tout. Et tout le reste, tu me l'as fait pour moi. Donc, tu m'as activé les API déjà. Donc, ça, c'est l'activation de toutes les API. Tu m'as activé, donc c'est toujours les API. Tu m'as activé le KMS. Donc, tu m'as dit aussi que tout était sécurisé, tout était chiffré at rest et in transit. Il y a des réplicas, on a les primary, les réplicas, et surtout,
Tu m'as mis les rôles à gamme, parce qu'évidemment, on peut faire n'importe quoi. Gérer les autorisations. Les autorisations, exactement. Merci Tony. Et tu m'as dit, voilà l'instance primaire et voilà le réplica. D'accord? Donc là, on est vraiment sur 215 lignes de code. Et tu m'as dit, par contre, Laurent, tu ne fais que du Postgres 13 avec de type zonal, donc déployé uniquement sur des régions, et que les instances de type 8 cœurs et 30 GB de RAM. Avec une licence entreprise, c'est pas mal. Ouais, c'est comme ça. Parce qu'effectivement, là, ça nous permet d'appliquer des règles d'entreprise, typiquement. Ok, pour une entreprise, j'ai telle ou telle version de base de données. Ben là, en l'occurrence, l'équipe de Platform Engineering va mettre à disposition ce YAML type avec une version, une configuration spécifique qui aurait été approuvée par les équipes sécurité. Et donc, je vais simplifier la vie de Laurent en lui mettant à disposition un YAML juste de 10 lignes. Donc, on est passé de 250 à 10 lignes pour éviter qu'il me fasse une bêtise lorsqu'il va faire son déploiement. C'est ça. Moi, je n'ai le droit que mettre le nom, démo DevQuest, mon projet, mes régions centrales et ouest, et on va essayer de jouer avec tout ça. Si je fais un kubectl apply -f de Cloud SQL instance, ça a été créé. Si je fais un kubectl get Cloud SQL, hop, aucune ressource n'a été trouvée dans le namespace par défaut. Pourquoi? Parce que je l'ai déployé dans le namespace config connector, qui est le namespace qui a le droit de déployer avec config connector. Donc il a été configuré pour que le config connector puisse jouer avec. Donc si je fais un config-connector en me dépêchant, on voit bien que j'ai démo DevQuest en in progress. Okay. Et pour vous montrer que je ne pipote pas, j'espère que ça fonctionne parce que c'est un petit peu lent. Si je vais regarder le Cloud SQL, ici, pour l'instant, ce n'est pas encore créé. Je vais pouvoir aller voir le KMS qui, lui, normalement, est créé. Exactement. Donc, le KMS, on a bien démo DevQuest Primary, démo DevQuest Replica. D'accord. Donc, ils sont en train d'être créés au niveau des clés. Donc, tout ça, c'est fait par Crow automatiquement via mon YAML. Et normalement, dans quelques secondes, minutes, mon Cloud SQL va commencer à se déclencher. Pour ne pas perdre trop de temps, puisqu'il nous reste une minute, score. Je vais vous montrer même principe, mais pour un cluster GKE. D'accord. Donc on a un cluster GKE, même principe, on a une instance, on va déployer un nom, une location et le nombre de max node. Okay. Et typiquement, je n'ai pas grand-chose à faire. Je vais juste mettre ça, et sinon, bon, c'est pas grave. On va passer à la suite, parce qu'il nous reste 45 slides. Non, je rigole. Vas-y, Tony, fini. Ouais. Donc, globalement, pour résumer, alors peut-être qu'il ne reste même plus le temps. Non, il ne reste plus. C'est OK. Bon, alors, donc, pour pouvoir déployer des ressources, traditionnellement, vous utilisez probablement du Helm. Sur le Helm, vous allez définir votre fichier values pour définir toutes ces variables qu'on a pu voir ici dans Crow, qui est extrêmement simplifié en quelques lignes, avec tous les templates du Helm. Là, l'avantage de Crow, c'est que vous allez pouvoir vous abstraire de toutes les applications qui sont derrière, en tout cas toute la complexité de votre Helm est directement définie à l'intérieur de votre YAML. Donc ça, c'est le côté plutôt sympa. Crow également, par rapport à Customize, là où Customize, vous l'utilisez pour patcher vos templates lors de vos process de déploiement en CI/CD, Crow va permettre d'apporter encore une couche d'abstraction en plus pour vous simplifier l'utilisation et le déploiement de vos applications à l'intérieur de vos clusters. Ça, c'est le côté super sympa. Ensuite, Crossplane. Crossplane est utilisé pour faire le déploiement et le provisioning de ressources à l'intérieur de vos clusters, là où Crow va vous apporter la partie agnostique sur la possibilité de déployer vos applications n'importe où et déployer également les custom resource definition qu'on a pu voir précédemment. Et ensuite, la partie opérator, la simplification de déployer, on l'a vu, des applications, de définir le déploiement d'applications, moyennant que les équipes, encore une fois, d'engineering, ont réalisé ces YAML. Vous pouvez les partager à l'ensemble des équipes de l'entreprise pour avoir toujours le même blueprint de déploiement d'une application, front, back, base de données, par exemple. OK, vous donnez ce YAML en Custom Resource Definition, et ensuite, juste la partie, les quelques lignes à définir à vos équipes, et ils déploient très très simplement, sans erreur et en respectant les règles de l'entreprise,
le déploiement de l'application. Et donc, la vision, en tout cas notre vision de Cro et le futur, c'est que, ok, c'est encore jeune, il reste encore, on a passé en tout cas quelques heures à essayer de stabiliser notre démo. Toutefois, ça reste malgré tout prometteur, dès lors que les équipes de Cro, ou les équipes qui vont contribuer au développement, qui sont dans la communauté, améliorent en tout cas toute la partie user interface, intégration et facilitation de l'intégration dans GitOps, Flux, FluxCD et autres, Argo CD, merci, et apporter un peu plus de documentation sur les bonnes pratiques de configuration, comment on configure le déploiement d'une ressource à l'intérieur de Cro. Il reste encore quelques efforts à faire pour que ce soit vraiment utilisable dans un contexte productif. Toutefois, on voit qu'au travers des démonstrations qu'on a fait sur le déploiement d'applications simples, c'est extrêmement facile en tout cas de faire du reuse. Donc en récap, alors je vais juste regarder si mon Cloud SQL est déployé. Super. Alors, en récap, effet démo évidemment. Non, en récap, moi j'aime beaucoup Cro, c'est encore jeune, trop jeune, parce que ça ne fonctionne pas à des masses non plus. Mais j'aime beaucoup Cro parce qu'on voit vraiment que Cube, ça devient la plateforme par défaut. On en met partout, on gère les objets comme des objets Cube. Et créer un SQL instance dans GCP ou dans d'autres cloud providers, ça reste du Cube. Et du coup, pour faire de l'onboarding de développeurs chez vous, vous avez juste à leur dire, si tu connais Cube, normalement, il n'y a pas de problème. Tu as juste à faire 3-4 YAML, l'appliquer sur Git, avoir un GitOps, et c'est fini. Dernière chose, avant les Q&A, il y a un petit QR code, ça a un lien directement sur notre Open Feedback. Si vous avez aimé la conf, pas aimé la conf, si trop de démos, pas assez de démos, trop compliqué, pas assez compliqué, on n'est pas fun, j'en sais rien. Tout est bon à prendre. Et si vous avez des questions et qu'il nous reste un tout petit peu de temps, n'hésitez pas. C'est une question urgente, on peut prendre une question. Une question urgente. Non. Sinon, de toute façon, alors je passe le micro pour une question. Et puis de toute façon, vous pourrez solliciter les speakers après. Ah, merci. Merci pour la présentation. Du coup, quel niveau d'intégration, parce que là, du coup, on a vu GCP. Si on veut faire de l'intégration en entreprise ou qu'on a des services qui se déploient sur du VMware, sur une base de données Oracle, quel est le niveau d'intégration éditeur qu'on peut retrouver en entreprise avec Cro? Alors, encore une fois, Cro, je vais juste le remontrer dans les RGCD. Cro, c'est juste pour définir un type, un nouveau kind. D'accord ? Donc là, on l'a appelé V1 Alpha 1, Cloud SQL. Derrière, on va s'appuyer sur, pour le coup, pour GCP, KCC. D'accord ? Ça veut dire que si Oracle ou VMware ne propose pas l'équivalent de KCC dans Cube, donc un équivalent VMware Cube, j'en sais rien, qui va définir ses propres API pour piloter son propre cluster VMware, c'est pas Cro qui va faire l'intégration. Voilà, Cro ne va créer que les méta-CRD et les méta-contrôleurs, et derrière, lui, Cro va s'appuyer sur KCC pour GCP, ACK pour AWS et ASO pour Azure, peut-être d'autres cloud providers qui va définir leur propre API. Mais si l'éditeur ne donne pas de manière de piloter leur infrastructure, Cro ne va pas le faire à leur place. Merci Merci Laurent, merci Tony. N'hésitez pas sur les pauses à leur poser des questions ou à contribuer au débat OS versus infrastructure, si j'ai bien compris. Et bonne suite de conférence à tout le monde. Merci.